Nouvelle édition sur RTI 1. Bienvenue dans ce journal. Dans les titres. La Côte d'Ivoire et le Sénégal vont davantage renforcer leur coopération. C'est le diplomate sénégalais en fin de mission dans notre pays qui l'a dit ce mercredi au chef de l'État. El Hadji Daouda Niang, qui s'est réjoui de l'excellente coopération entre les deux pays, était venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé en début d'après-midi ce mercredi à Kigali où il prendra part à l'édition 2024 de The Africa CEO Forum. Au cours de ce forum qui s'ouvre demain jeudi, le Premier ministre va présenter les atouts de la Côte d'Ivoire pour le développement de son secteur privé. Et puis mardi à Yamoussoukro, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été soumis aux sénateurs. L'émissaire du gouvernement a rappelé tous les efforts accomplis par l'État dans le secteur de la finance. Un projet de loi adopté à l'unanimité des membres présents. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire est en fin de mission dans notre pays. El Hadji Daouda Niang a fait ce mercredi ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. Un dernier échange au cours duquel les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ensemble, ils ont appelé au renforcement des relations ivoiro-sénégalaises. On fait le point de l'audience avec Mahama Traoré. C'est en mars 2023 qu'El Hadji Daouda Niang a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur de la République du Sénégal en Côte d'Ivoire. Appelé à d'autres fonctions un an après, le diplomate sénégalais vient faire ses adieux au président Alassane Ouattara. La rencontre intervient seulement une semaine après la visite officielle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire, un événement qui n'a pas échappé aux échanges entre le chef de l'État et le diplomate sénégalais. L'axe Yamoussoukro-Dakar affiche un regain de dynamisme. Nous avons en effet beaucoup de sujets d'intérêt commun au plan économique, au plan de la sécurité. Et donc il était important que le président Faye vienne ici parler à son frère, à son aîné, le président Ouattara, recueillir ses conseils et vraiment s'engager avec lui à continuer ce que ses devanciers ont commencé. Donc ce matin, le président Ouattara a bien voulu me rappeler l'importance de ces points qu'il a abordés avec son homologue sénégalais. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République pour toutes les facilités mises à ma disposition pendant ma période d'ambassadeur du Sénégal ici. Et l'insigne honneur que j'ai eu il y a une semaine d'être élevé au rang de commandeur dans l'ordre national. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dans différents domaines, sont des partenaires et ils servent en fait de locomotive pour le reste de la sous-région. Donc je pense qu'il est important que nous ayons cette convergence de vues qui permet d'avoir un socle à partir duquel la sous-région peut avancer sur des questions importantes de sécurité, de développement notamment. À fin 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal était d'environ 248 milliards de francs CFA. Vous avez pu le constater dès l'entame de cette édition. Le chef du gouvernement est à Kigali depuis cet après-midi. Dans la capitale rwandaise, Robert Begré-Mambé va prendre part à la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Il s'agit du rendez-vous du secteur privé qui pense les opportunités d'investissement pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Le Premier ministre a été reçu à son arrivée par le ministre rwandais de l'Agriculture et de l'Élevage avec qui il a eu un bref entretien. Notons que le chef du gouvernement ivoirien est accompagné d'une haute délégation composée du président de l'Assemblée nationale et de quelques membres du gouvernement. Rappelons également que l'édition 2024 de l'Africa CEO Forum démarre demain jeudi à Kigali. Les parlementaires ont décidé de s'impliquer dans le combat contre les impacts du changement climatique. Le rapport national sur le climat et le développement a été présenté aux députés et aux sénateurs. Le document contient les actions stratégiques de lutte contre les effets dégradants du changement sur le développement. Il a été élaboré avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative Abidjan Legacy Programme. Le reportage de Moussa Konaté. Le rapport national sur le climat et le développement remis officiellement aux parlementaires. Un document stratégique qui présente les actions à mener pour freiner les impacts du changement climatique.
Ce rapport a été conçu avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative ivoirienne contre le changement climatique, dénommée Abidjan Legacy Programme. Si les tendances telles qu'on les observe en ce moment, en termes d'augmentation des températures, en termes de raréfaction des précipitations continuent jusqu'en 2050, c'est à peu près 13% de notre produit intérieur brut, notre richesse donc, qui est aujourd'hui à 87 milliards de dollars, à peu près 50 000 milliards de francs CFA, qu'on va perdre. Et ça, en termes d'économie, en termes de coûts d'opportunité, ça veut dire moins de routes, moins d'infrastructures, moins d'écoles, moins de dispensaires, moins d'argent pour notre pays. La deuxième chose, c'est que si les tendances là continuent, c'est qu'environ 1,6 million d'Ivoiriens risquent de basculer dans la pauvreté d'ici 2050. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Donc nous pensons que toute réflexion, toute action, toute intervention qui doit être faite dans ce domaine-là doit requérir les inputs des parlementaires ivoiriens. C'est le sens de notre démarche aujourd'hui. C'est un rapport qu'on a fait maintenant dans presque 50 pays. Maintenant, la grande différence dans ce pays, c'est que le gouvernement s'est approprié de ce rapport. Et c'est certainement le premier pays qui a fait ça. Donc le rôle du Parlement qui approuve les lois, il y a une loi sur le changement climatique qui est en préparation, est extrêmement important. Leur contribution dans le combat contre la dégradation du climat est très attendue. Les députés et sénateurs s'engagent à apporter leur soutien. L'objectif de ce rapport est de promouvoir une action nationale, concertée, coordonnée et efficace pour relever les défis climatiques en engageant les pouvoirs législatifs et exécutifs dans un processus de dialogue constructif pour le bien-être des populations vulnérables et une résilience nationale. Soyez donc rassurés de l'engagement des parlementaires ici présents à vous accompagner dans ce processus en assumant pleinement leur part de responsabilité. À l'issue de cet atelier, des recommandations seront faites en vue d'accentuer la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour de l'épineuse question du changement climatique. On reste à l'Assemblée nationale avec le ministre des Eaux et Forêts qui vient d'obtenir le quitus des députés. Un quitus pour lutter efficacement contre le commerce illégal de certaines espèces de la faune et de la flore. Laurent Tiagba était face aux membres de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement des parlementaires auxquels il a présenté le projet de loi relatif au commerce international des espèces menacées d'extinction. Un texte adopté à l'unanimité. Moussa Konaté. Le projet de loi relatif au commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction vise à freiner la disparition de certaines espèces animales et végétales. Le ministre des Eaux et Forêts explique l'intérêt de ce texte de loi aux députés membres de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. La Côte d'Ivoire est déjà confrontée ces dernières années à la menace de disparition de certaines espèces comme le lion, l'éléphant, le chimpanzé, les tortues marines et certaines espèces végétales comme le bois de veine et l'acajou qui sont toutes protégées par la CITES. Dans cette situation, il est primordial et urgent de prendre des mesures administratives, techniques et coercitives efficaces pour lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages à travers un cadre juridique et institutionnel clair. Le texte est adopté à l'unanimité par les députés présents. Il permettra à la Côte d'Ivoire d'être en conformité avec la Convention de Washington, un accord entre États signé en 1973 auquel le pays a adhéré depuis 1994. Il a pour objectif principal la protection des espèces menacées de disparition. Direction Yamoussoukro avec le projet de loi portant sur la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique qui a été expliqué aux sénateurs. À travers cet outil, la Côte d'Ivoire veut se doter d'un dispositif juridique lui permettant de satisfaire ses besoins de financement et ses obligations de paiement à moindre coût. C'est le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, qui en a présenté les grandes lignes. La correspondance de Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, dans le cadre du financement des projets de développement, a recours à des fonds extérieurs mobilisés parfois sur des marchés. Un endettement qui profite bien aux
pays qui a une économie dynamique. Le pays qui ambitionne de poursuivre son développement avec des financements conséquents de ces différents programmes veut se doter d'un dispositif juridique favorable aux affaires. C'est tout le sens de la présence du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, au Sénat. Il soumet à la Commission des affaires économiques et financières le projet de loi portant politique nationale de l'endettement et de gestion de la dette publique. Il y a plusieurs arrêtés, plusieurs tests qui avaient été pris précédemment et donc il était important, compte tenu de l'évolution de ce qui se passe au niveau international en matière de mécanismes de financement, notamment les eurobonds et les opportunités qui existent en matière de financement climatique et les financements avec label environnement, social et gouvernement, qu'il était important donc d'avoir un texte unique couvrant l'ensemble des aspects liés à la politique d'endettement. La Côte d'Ivoire a emprunté le chemin de la croissance avec une économie dynamique. Le pays est bien loin du cercle des petits pays très endettés, PPTE. Adama Coulibaly se veut clair. Il y a beaucoup d'opportunités de financement qui existent aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, développe beaucoup de chantiers dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier. Les projets de partenariat public-privé sont nombreux. Donc nous avons adhéré à cette facilité pour deux raisons principales. La première, c'est de pouvoir participer aux instances de gouvernance du fonds, de cette facilité. Et deuxièmement, faire en sorte que nous puissions bénéficier plus facilement des services de cette facilité, les engagements que nous avons et les efforts que nous faisons pour développer de nouveaux secteurs. Le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique est passé à l'unanimité. Reste la plénière. Les mailles des filets de la fonction publique se resserrent un peu plus. 87 faux diplômés au concours administratif des douanes ivoiriennes viennent d'être épinglés. Les faussaires seront traduits en conseil de discipline. C'est ce qui ressort de la rencontre entre la ministre d'État, ministre de la fonction publique et le directeur général des douanes. Ils ont échangé sur l'usage des faux diplômes utilisés par certains fonctionnaires au concours administratif des douanes. Les précisions de Didier Nguessan. En 2022, 48 cas de fraude sur les diplômes ont été épinglés au concours de contrôleurs de douane et 11 cas chez les inspecteurs des douanes. L'année d'avant, 28 faux diplômés ont été démasqués par l'administration douanière, soit un total de 87 faux diplômes. L'affaire est devant le Conseil de discipline des douanes. En attendant l'issue, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, reçoit le directeur général des douanes, le général Dapierre Alphonse. Lorsque des infractions comme celle-là, des fautes comme celle-là sont constatées, parce que c'est une faute du fonctionnaire, mais derrière, il y a une infraction. Nous nous devions, du haut de notre responsabilité, premièrement, de saisir le conseil de discipline, c'est ce que nous avons fait, et de tenir le procureur de la République informé, parce qu'il s'agit là de faux et usage de faux en écriture publique. Les contrevenants à la loi s'exposent à des sanctions administratives et pénales. La sanction disciplinaire peut aller jusqu'à la révocation du fonctionnaire. Ce qui concerne le volet pénal, l'affaire instruite peut exposer ces contrevenants ou les personnes s'étant adonnées à ces pratiques à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 6 mois à 3 ans et des peines, des amendes qui vont de 50 000 à 500 000. Dès l'instant où cette admission, où ce droit a été acquis sur la base du faux, il ne peut en aucun cas être protégé à un moment donné. Dans la dynamique de l'assainissement des concours de la fonction publique, la ministre Anne-Désirée Ouloto met un point d'honneur sur l'éthique et la probité, aussi bien des candidats que de l'administration publique. Je ne saurais accepter qu'un groupuscule vienne ternir l'image de notre administration après ce magnifique travail d'ensemble qui a été fait par l'ensemble des membres du gouvernement. Donc je voudrais féliciter M. le directeur général des douanes et lancer un appel à toutes les organisations de l'administration publique qui organisent des concours pour entrer à la fonction publique en demandant la vigilance, l'extrême vigilance. À tout moment,
on peut faire des contrôles. Et les diplômes doivent désormais être systématiquement authentifiés. Et nous attendons beaucoup d'humilité de la part de ceux qui sont dans cette situation, afin de nous démontrer qu'ils sont capables de changement. Mais autrement, ils vont s'exposer aux peines les plus lourdes. La ministre de la fonction publique invite les usagers à dénoncer la fraude au numéro vert de la fonction publique 1364 et du Spacia 1345. Autre chose à présent, la restructuration des quartiers précaires du district d'Abidjan va entrer dans sa phase active. La procédure va prendre en compte le profilage de ces quartiers spontanés. Il s'agira d'en faire la cartographie, l'inventaire, les catégories ou encore le profil socio-économique des ménages dans ces différents quartiers. Les explications de Lansine Bakayoko. Autour de la table, l'administration centrale, les mairies, les agences d'exécution et les experts, tous concernés par la problématique de la restructuration des quartiers précaires d'Abidjan. Il s'agit d'affiner le profilage de ces quartiers informels en vue d'une meilleure prise en charge des populations. Le nombre, la catégorie et le profil socio-économique des ménages sont les éléments clés de l'inventaire. Depuis 2010, il y a eu énormément d'investissements qui ont été réalisés par l'État de Côte d'Ivoire sur le territoire d'Abidjan. Et la plupart de ces quartiers, un bon nombre de ces quartiers sont situés dans les emprises de toutes ces infrastructures qui ont été réalisées. Ces infrastructures sont là, les quartiers ont disparu, mais les populations, certainement, sont quelque part. Il s'agit de prendre des mesures d'accompagnement durables, de ne pas faire comme par le passé, parce que par le passé, il y a eu de telles initiatives où des populations ont reçu des indemnisations, mais par déficit d'accompagnement, ces populations sont revenues coloniser ces espaces. La problématique de la restructuration des quartiers précaires intéresse au plus haut point les collectivités locales, en premier lieu les mairies. La rénovation de ces quartiers spontanés devrait en effet donner un meilleur visage aux communes d'Abidjan. Nous saluons à juste titre cette étude qui certainement va nous permettre de voir en profondeur quelles solutions apporter, des solutions durables pour que nos populations puissent vivre dans des conditions minimales de sécurité sanitaire et sociale. Selon une étude réalisée en 2014 par le Programme des Nations Unies pour le développement, la seule ville d'Abidjan, 6 millions d'habitants aujourd'hui, renferme 135 quartiers précaires avec plus d'1 million d'habitants, établis sur une superficie cumulée de 5000 hectares. La plateforme des observateurs des médias rend hommage au chef de l'État. Elle a démontré récemment sa reconnaissance au président de la République pour ses grandes réalisations en faveur des populations. C'était au cours d'une conférence qui a vu la participation du vice-président du Sénat, Ndoye Raymond. Le reportage de Souleymane Donisongo. Les observateurs des médias, associations regroupant l'ensemble des acteurs et professionnels des médias, ont voulu relever les actes forts des développements et les actions sociales posées par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous, observateurs des médias, exprimons notre soutien indéfectible aux initiatives humanitaires et de solidarité entreprises par son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en faveur des populations ivoiriennes. Résolus pour la bonne marche de l'État, les observateurs des médias se veulent reconnaissants. Nous avons pendant 3 ans célébré des citoyens ivoiriens dans tous les domaines d'activité qui se sont distingués par leurs actions. Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour célébrer le chef de l'État et c'est normal, ça fait partie de nos cahiers de charges. Les observateurs, de par leur rôle d'observation, se posent désormais comme des partenaires crédibles dans l'observation des idées, des hommes, de leur action. Marquant leur intérêt pour la présente activité, quelques autorités politiques et administratives encouragent l'initiative. Il était nécessaire que je m'associe pour effectivement lui rendre un vibrant hommage pour toutes ces actions sociales qu'il entreprend pour les jeunes, pour les vieux, pour les femmes, pour les hommes de la Côte d'Ivoire. La presse, vous savez, la presse est par principe critique. Et quand celui qui te critique choisit de t'applaudir sans que la personne soit forcément un homme politique, je pense que ça mérite qu'on s'y associe. C'est dire à quelle dimension le président a convaincu les Ivoiriens. Et donc j'ai été très heureux
d'avoir été appelé à participer à cette cérémonie, pour moi aussi apporter ma petite contribution à l'hommage qu'il est rendu au président. Notons que cette cérémonie était placée sous le haut patronage de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et placée sous le parrainage de Enza Camara, consul de la Côte d'Ivoire à New York. Un mot de biologie avant de poursuivre ce journal. Les arbres nourriciers d'Afrique ont désormais leur rendez-vous. C'est l'association Plantes d'Afrique qui a procédé au lancement de la première édition du salon au Musée des civilisations du plateau. La feuille de route de l'initiative qui vise à faire la promotion des plantes africaines a été présentée. Mariam Sangaré, Michel Mambo. Le lien entre l'homme et la nature, l'importance des arbres nourriciers et surtout les risques liés à leur disparition au cœur des échanges entre ces spécialistes. Nous sommes au lancement du Salon des arbres nourriciers d'Afrique. Les intervenants en expliquent l'intérêt. L'Afrique est riche de son patrimoine naturel et culturel. Au niveau donc du patrimoine naturel, les arbres et les plantes de façon générale occupent une place vraiment importante. Et donc, ces plantes-là, ces arbres-là, on les utilise à des fins alimentaires, à des fins de nutrition, à des fins économiques aussi. Des expositions de plantes également au programme de cette cérémonie de lancement. Objectif, montrer l'importance de la valorisation des plantes africaines. Ces ressources naturelles importantes-là sont souvent menacées de raréfaction, voire de disparition. Si on les perd, on perd les bienfaits que ces ressources nous apportent. Et cela a des conséquences. Or, si on les préserve, qu'on les valorise, on peut déjà en profiter, améliorer le profit, en tirer davantage de profit, de bienfaits. Et par ailleurs, ça intervient par rapport à l'environnement et ça nous évite des risques environnementaux, des catastrophes qui ne peuvent que nous nuire. Le Salon des arbres nourriciers d'Afrique est une biennale dont la première édition se tiendra du 31 juillet au 3 août 2024. Créé le 8 juillet 2021, l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly va enregistrer sa 4e cuvée et les inscriptions ont démarré ce mercredi. Il est bon de rappeler que chaque année, ce sont près de 60 auditeurs qui sont formés. Il s'agit essentiellement de jeunes leaders dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. L'objectif de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly est de préparer ces futurs leaders engagés en politique en leur fournissant des formations de qualité à travers des renforcement de capacité. Sidonie Davila. Bintou Diarra fait partie de la 3e promotion de la formation Amadou Gon Coulibaly, où elle occupe également le poste de déléguée. Elle et ses camarades sont pleinement satisfaits de l'expérience à l'Institut. La formation m'a apporté une plus-value dans la mesure où je souhaite vivement m'intéresser à la politique, parce que nous avons pu comprendre ce que c'est que la politique, comment nous pouvons vraiment faire porter notre voix sans passer par la violence, bien sûr. Parce qu'ici, on nous forme pour que nous puissions défendre nos convictions réellement. Cette formation-là, vraiment, elle a été enrichissante dans la mesure où c'est des formateurs de qualité que nous avons vus ici. Ça aura forcément un impact positif parce qu'aujourd'hui, pour mieux servir ses convictions, il faut se former. Et aujourd'hui, avec l'Institut, je pense qu'une lucarne est toute trouvée. Voilà, pour arriver à nos fins. L'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly vient de clore la formation de sa 3e promotion et entame dès ce 15 mai le recrutement pour la 4e promotion. 18-35 ans, avoir un niveau minimum bac plus 2 et nous souhaitons avoir des jeunes qui sont soit engagés dans des groupements ou partis politiques ou dans des mouvements de la société civile, ceux qui ont un projet dans ce sens. Depuis sa création, l'Institut a formé plus de 200 jeunes issus de différentes sensibilités politiques.
Et puisqu'on parle de politique, l'Union de la jeunesse du RHDP est sur le terrain. La ville de Touba marque la première étape de sa tournée de remobilisation. Plus de 12 000 jeunes du Bafing ont communié samedi dernier avec Koné Mamadou. Le président de l'Union de la jeunesse avait à ses côtés le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Ensemble, ils ont mis tout le Bafing en ordre de bataille pour une participation record à la prochaine opération de révision de la liste électorale. Léon Brou. Pour une prise de contact, la première avec la jeunesse de l'intérieur du pays, le Bureau national de l'Union des jeunes du RHDP peut se targuer d'avoir relevé le défi de la mobilisation à Touba. Ils sont venus en effet de toute la région, ces militants et sympathisants du parti, pour la plupart des jeunes du Bafing. Nous sommes satisfaits de la grande mobilisation de tous les jeunes du RHDP de la région du Bafing, parce que lorsque nous étions à Yupro, nous avons compté plus de 10 000 jeunes, mais aujourd'hui nous sommes à plus de 12 000 jeunes. À ces 12 000 militants et sympathisants du RHDP, une seule consigne, battre le record des inscriptions sur la liste électorale. Chacun est exhorté à se tenir prêt pour la prochaine opération de révision de la liste électorale en établissant ses pièces administratives et en sensibilisant sur le bilan inattaquable du président Alassane Ouattara, toujours selon ses cadres du RHDP. Le 26 octobre 2024, et nous serons à un an exactement des élections présidentielles de 2025. Et nous avons le devoir de faire enrôler plus d'1 million de jeunes sur la liste électorale. Que notre grande famille politique sache se rassembler à l'approche des grandes échéances de l'année 2025, en particulier la problématique de l'inscription sur les listes électorales, que les populations commencent donc déjà à se mobiliser afin que nous soyons prêts pour les échéances à venir. Octobre 2024, fin de la tournée de remobilisation de l'Union des jeunes du RHDP sur le territoire national, une tournée en prélude aux prochaines échéances électorales que la coordination régionale du Bafing entend préparer dans les locaux du parti à Touba, ici visité par le ministre Moussa Sanogo. Direction la Turquie, où une centaine de fidèles chrétiens ont entamé depuis mardi le pèlerinage annuel. Ces derniers sont à la découverte des vestiges anciens des lieux saints à près de 400 km d'Istanbul. À l'occasion de la Pentecôte qui sera célébrée dimanche prochain, ces fidèles chrétiens auront l'occasion de visiter le premier pays en dehors d'Israël où le christianisme a fait ses premiers pas. Jean-Jacques Kwame et Sam Conan sont nos envoyés spéciaux. Pour ces 2 premiers jours de pèlerinage, les fidèles chrétiens ivoiriens ont visité le site de l'ancienne église Sainte-Sophie située à Iznik. Ici a eu lieu dans cette cité fondée vers 300 ans après Jésus-Christ le premier concile œcuménique qui décida du fonctionnement actuel de la liturgie. À l'étape de Pergama, autrefois appelée Pergame, localité antique, les pèlerins se sont rendus sur les vestiges de la Cour Rouge, une église de Saint-Jean bâtie en 382 après Jésus-Christ. À travers cet édifice, l'apôtre Jean transmet un message du Seigneur pour Pergame, qui est situé dans une zone spirituellement difficile. Pour la première fois, les fidèles chrétiens ont pu prier sur le site. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre l'église. Et moi, je sais que l'église du Seigneur existe. C'est les temples que les hommes ont fait là qui ont disparu. Ici, nous sommes sur une ancienne église qui est devenue une mosquée. Donc, c'est magnifique. On se rend compte que Dieu, il est unique et il est partout, le même. La Turquie est vraiment le début, le commencement de la foi chrétienne. Je crois que je repartirai d'ici converti, transformé. Quand on parle de Paul, quand on parle de Jean, nous passons là où ils sont passés. Nous suivons le trace. Et ce sont des moments qu'ils ont vécus, qu'on nous explique. Le sanctuaire de l'Asclépios, pionnier des hôpitaux psychiatriques du monde, et le village antique d'Éphèse, une cité grecque considérée comme une ville clé dans l'expansion du christianisme, ont constitué les dernières curiosités des fidèles chrétiens ivoiriens lors de ces 2 premiers jours de pèlerinage en Turquie.
Religion toujours avec les élèves des écoles confessionnelles islamiques qui ont débuté ce mercredi 15 mai. Les examens de fin d'année sont concernés les classes du CM2, de la 3e et de la terminale. Les responsables des plateformes des structures islamiques d'éducation et les représentants du système éducatif national ont visité les différents centres de composition. Assitan Diarra, Demadongui, Konepa Gassoro. Commune d'Abobo, quartier Bessi. Les élèves des classes d'examen des écoles confessionnelles islamiques de cet établissement se pressent pour rejoindre les salles de classe. Pour ce premier jour de leurs examens de fin d'année, certains élèves un peu stressés attendent impatiemment les sujets. Je suis stressée parce que je n'ai pas bien bossé, mais je pense que je vais pouvoir bien me débrouiller. À 8 heures, les responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation et la représentante de la directrice de la DECO décèlent les sujets. Ils sont ensuite distribués aux candidats. En plus de cet établissement confessionnel islamique, la délégation s'est aussi rendue dans d'autres écoles de la commune. Elle n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux élèves qui ont rassuré la délégation de composer sans tricher. Les dispositions sont prises pour que les candidats soient à l'aise. La plupart des candidats que j'ai vus sont sereins. Ils sont venus à l'heure et les épreuves dans les différents centres ont commencé effectivement au moment déterminé par le calendrier. Vraiment, j'ai bossé quoi. Voilà, avec ça aussi, et puis la garde de Dieu, ça va aller, Inch'Allah. Après la visite de ces écoles, cap a été mis sur le siège de la plateforme des structures islamiques d'éducation située au quartier PK18 pour le bilan de l'année scolaire 2023-2024. Le nombre total général des candidats est à 17 749 candidats. S'agissant des niveaux bac islamique, 773 candidats. BPC islamique, 3468 candidats. CP islamique, 12 988 candidats. Ces candidats composeront, chers frères et sœurs, dans 229 centres d'examen. Présent à cette rencontre, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, a félicité le gouvernement ivoirien pour sa contribution et son implication sans faille pour la promotion et l'épanouissement des acteurs de ce système éducatif. Nous avons exprimé notre satisfaction aux responsables des fêtières. Nous les avons encouragés à aller de l'avant parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous sommes en train de travailler aussi à élaborer une vision globale de l'éducation islamique en Côte d'Ivoire. Une visite clôturée par des prières et des bénédictions faites par le président du CODIS pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. Dans l'actualité hors de nos frontières, au moins 24 fidèles, dont 4 enfants, ont été blessés dans l'état de Kano, dans le nord du Nigeria. Un homme a attaqué la mosquée où il priait tôt mercredi matin, provoquant une explosion, a déclaré la police. Le suspect, un habitant de la région âgé de 38 ans, a avoué avoir attaqué la mosquée dans le village isolé de Gadan par pure hostilité. À la suite d'un désaccord familial prolongé, a déclaré le porte-parole de la police, Abdullahi Haruna, dans un communiqué. Hors du continent africain, touché par plusieurs balles, le chef du gouvernement slovaque était toujours hospitalisé ce mercredi soir. Le suspect a rapidement été appréhendé par la police, n'empêchant pas l'apparition de tensions entre les différentes formations politiques et le réveil des théories du complot. De passage dans la commune de Andleva, dans un conseil des ministres délocalisé, le Premier ministre serrait des mains quand plusieurs coups de feu ont retenti. Le Premier ministre Robert Fico souffre de plusieurs blessures et sa vie est en danger. À cette heure-ci, il n'existe pas plus d'informations sur son état de santé. Bonne nuit à tous, à demain, 23h sur RTI1.